je vais donner la parole à Suzy Bossard, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Brest, laboratoire Labers, qui va nous parler de l'inclusion à l'école, point d'interrogation. Retour sur 20 ans d'accompagnement des élèves en situation de handicap en France. Et ben voilà, Suzy va sans doute nous parler d'inclusion, d'intégration et tout ça, je ne sais pas. En tout cas, on va lui poser la question après. Donc voilà, elle le sait déjà. Je me suis préparée. C'est très bien. Et donc, je vous donne la parole pour 20 minutes. Alors moi, j'ai pas été dans le. Je m'étais dit que les termes allaient être débattus et donc j'ai pas prévu de revenir là-dessus, mais plutôt d'aller regarder l'inclusion à l'œuvre ou pas. Donc je vais pas revenir non plus sur l'historique de la scolarisation puisque ça a été largement traité. Peut-être juste dire que depuis les années 70, il y a un arsenal législatif qui a été mis en place pour permettre aux enfants en situation de handicap d'accéder plus systématiquement à l'éducation. Donc ça, c'est la loi de 75, puis à la scolarisation. Et il y a une distinction entre éducation et scolarisation là-dedans. Donc, scolarisation ensuite, notamment à l'école dite ordinaire. En 2003, en répondant aux pressions exercées par les associations de parents d'enfants en situation de handicap et dans une volonté d'intégration de ces enfants en milieu ordinaire, l'État a officiellement créé la fonction d'auxiliaire de vie scolaire, les AVS, par la loi relative aux assistants d'éducation. Donc ça, c'est 2003. Voilà donc maintenant presque 20 ans que les AVS, devenus AESH, accompagnantes des élèves en situation de handicap en 2014, œuvrent au sein de l'éducation nationale pour accueillir, accompagner les enfants au sein de l'éducation nationale. La place du handicap à l'école est renforcée par la loi de 2005 qui institue l'obligation pour toute école d'accepter l'inscription d'un enfant handicapé. Le métier d'AVS-AESH a été pensé pour contribuer à la lutte contre l'exclusion des enfants handicapés des écoles ordinaires et il a été pris en charge par l'État à partir de 2003 pour participer à leur intégration, puis dans un glissement sémantique à leur inclusion scolaire à partir des années 2010. Je vais vous présenter ici les résultats d'une recherche qui a commencé en 2009 pour mon travail de thèse que j'ai soutenu en 2015, après 4 années d'enquête, et enquête qui s'est poursuivie depuis par des actualisations en 2017, en 2020 et puis actuellement. Donc, c'est des recherches qui s'intéressent directement aux AVS AESH et c'est par cette fenêtre que je regarde la place des élèves en situation de handicap à l'école. J'actualise actuellement donc cette enquête qui se veut plus complète puisque je veux rencontrer à la fois des AESH, mais aussi les parents des enfants qu'elles accompagnent, voire les enfants eux-mêmes et les enseignants. Voilà, et donc l'idée, c'est que le parcours de chacun permette de contribuer à essayer de comprendre ce qu'est actuellement l'inclusion à l'école telle qu'on la pense. Ou, voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas fait avancer mon PowerPoint. Oui, non. Donc voilà, vous avez ici donc le résultat détaillé de ma méthodologie depuis 2009. Donc cette communication, elle propose de revenir sur la place du handicap à l'école à travers une socio-histoire du métier d'AVS-AESH. Et je me pose la question suivante, dans quelle mesure peut-on parler d'inclusion à l'école pour les enfants en situation de handicap depuis 2003 en France? Et j'apporte ici un double constat. Je spoil tout de suite les résultats. D'abord, celui d'une place des élèves en situation de handicap tout aussi précaire que celle de leur accompagnante, d'une inclusion à relativiser à la vue des dysfonctionnements institutionnels nombreux, et deuxième constat, celui d'une place qui s'est imposée institutionnalisée en 20 ans, assurant des changements de pratiques éducatives. Je commence par ce dernier constat. L'école, c'est une... voilà, vous voyez, je mets du temps. Bref, alors, l'école est une institution centrale de l'intégration sociale, mais la question d'une éducation et d'une scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap reste plus ou moins en suspens jusqu'à la fin du XXe siècle. Je ne reviens pas donc sur l'histoire.
Et en 2003, l'Éducation nationale crée officiellement cette fonction d'AVS avec un personnel chargé d'accompagner individuellement et collectivement, dans une moindre mesure, les élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires, avec pour mission d'accompagner les élèves dans la vie quotidienne, l'accès aux apprentissages et les activités de vie sociale et relationnelle. Et donc, les AVS doivent veiller à la bonne scolarisation des enfants handicapés. Il s'agit par exemple d'être la secrétaire d'un enfant, d'un élève handicapé physique, de répéter, de reformuler les consignes pour un élève dyslexique, d'aider à la concentration pour un élève ayant des troubles du comportement. En 2004, il y a les débats parlementaires donc, sont relancés et on constate que la loi de 1975 est très très loin d'avoir eu les effets escomptés par les associations. Donc la loi de 2005 est votée. Concernant la scolarisation, cette loi donc institue l'obligation pour toute école, notamment la plus proche, l'école dite de référence, d'accepter un enfant handicapé. Et donc, elle définit les modalités d'application de cette mesure, évaluation des besoins, accompagnement, formation du personnel, etc. Mais si la loi est votée, la question des moyens reste en suspens et reste problématique. La loi de 2005 pose aussi le fait que bénéficier de l'accompagnement d'une AVS AESH nécessite d'avoir une reconnaissance de la MDPH qui, dans un premier temps, attribue à chaque enfant un nombre d'heures d'accompagnement. Et il faut relever ici que l'accompagnement est donc conditionné par cette notification, même si dans les faits, la plupart des demandes d'AVS est validée par la MDPH. Depuis 2003, donc date de création officielle, date de création officielle des AVS et depuis 2005, date de l'affirmation de la place des enfants en situation de handicap à l'école dite ordinaire, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. On comptait 3000 AVS en 2002, elles sont aujourd'hui 132 200 à la rentrée 2022. Parallèlement, le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés en école ordinaire est passé de 130 000 en 2004 à plus de 430 000 à la rentrée de 2022. Comment expliquer cette augmentation importante du nombre d'élèves, d'enfants scolarisés en école ordinaire? Dire quand même, on observe une stagnation du nombre d'enfants scolarisés en établissement sanitaire et médico-social depuis 2002. Donc, je vois 4 voies d'explication. Dire qu'en 2005, on estimait entre 35 et 45 000 enfants qui n'avaient pas été pris en charge, qui étaient non scolarisés. Et donc, on peut supposer qu'une partie de ces enfants est depuis rentrée dans le système. La loi 2005, elle a aussi ouvert la palette de ce qui peut être des personnes qui peuvent être reconnues comme handicapées, et donc notamment le handicap psychique et cognitif et les maladies chroniques. Donc ça peut aussi faire augmenter le nombre d'enfants handicapés. On augmente la palette de qui est reconnu. Le recours à la reconnaissance d'un handicap est de plus en plus fort à l'école, en lien avec une forte médiatisation de l'échec scolaire. Là, je renvoie aux travaux de Sandrine Garcia sur les 10 ou de Stanislas Morel. Et puis, il y a l'effet de génération d'écoliers qui ont pu entrer à l'école ordinaire et qui arrivent aujourd'hui dans l'enseignement secondaire, voire dans l'enseignement supérieur. On peut donc observer que depuis 2003, le handicap a gagné sa place à l'école. Il y a aujourd'hui 132 200 AESH dans un peu moins de 60 000 établissements scolaires pour donc 430 000 élèves en situation de handicap. Tous les élèves ne sont pas accompagnés par une AESH, mais la majorité l'est, puisque chaque AESH accompagne 2, 3, voire 4 ou 5 élèves. Tous les établissements scolaires accueillent désormais en leur sein des élèves en situation de handicap et des AESH. C'est devenu le quotidien des établissements scolaires. Je m'arrête 30 secondes sur les questions relatives au genre, puisque c'est une question qui avait l'air d'intéresser certains et certaines hier. Le genre, ça a été un axe central de mon analyse du métier d'AVS AESH dans ma thèse, puisque 93% de ces salariés de l'éducation nationale sont des femmes. Et donc, c'était le cas dans les années 2000. C'était le cas dans les années 2010, c'était toujours le cas aujourd'hui. Ça n'a pas bougé, 93%. Et donc, c'est pour ça que je parle d'elle au féminin. Et puis, le genre, il intervient aussi pour le genre des enfants en situation de handicap. Je me suis rendu compte récemment que 70% des enfants scolarisés étaient des garçons et 30% des filles. Et donc là, il y aurait tout un travail de recherche à mener sur le genre du handicap à l'école.
je parle des enfants en situation de handicap à l'école ordinaire. Je poursuis cette présentation en vous exposant le travail des AVS-AESH tel qu'elles le définissent, c'est-à-dire à travers le contenu qu'elles y mettent dans ce travail, l'importance qu'elles décrivent, la difficulté qu'elles rencontrent et les compétences qu'elles mobilisent et développent. Le discours des AVS-AESH autour de leur travail révèle une réalité beaucoup plus complexe que ne le fait le discours des autres agents et agents de l'éducation nationale et évidemment que les textes législatifs. Je vais commencer par aborder donc, le travail des AVS-AESH auprès des élèves, tel qu'elles me l'ont raconté. J'ai identifié 3 types d'activités. Le travail du diagnostic et d'évaluation, le travail d'accompagnement des besoins physiques et naturels de l'enfant et le travail d'accompagnement scolaire. Je n'ai pas le temps de détailler ces différentes activités, mais retenez que la diversité, d'aller dans le détail précis de ces activités, mais il faut retenir que la diversité des situations de handicap auxquelles sont confrontés les AVS AESH est très grande. Et donc, à défaut d'information, les AVS, et que du coup, chaque type d'activité est aussi très, très pluriel, eu égard à l'accompagnement qu'elles ont à mener. Et donc, à défaut d'information, les AVS AESH découvrent sur le tas les difficultés de l'élève qui justifient leur présence auprès d'eux. Et elle se livre donc dans un premier temps à un travail de diagnostic profane de la situation, du type de pathologie, des difficultés, des solutions à proposer. Et donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, elles accompagnent les élèves aux toilettes, lors des repas, à l'occasion des déplacements, des déplacements pour l'habillement, mais aussi pour la santé, avec des manipulations corporelles, prise de médicaments, etc. La charge et le contenu de ce travail d'accompagnement des besoins physiques et naturels dépendent de 3 variables, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais le type de handicap, la présence d'un personnel scolaire médical, ce qui devient de moins en moins fréquent, et puis l'âge des enfants. Il s'agit de préparer l'élève à ses conditions de travail scolaire. Et ce travail recouvre plusieurs tâches consistant à garantir les conditions matérielles, pédagogiques et cognitives de la transmission du savoir scolaire, de s'assurer de l'accessibilité du travail scolaire pour l'élève accompagné. Et donc, elles se présentent comme des médiatrices. Elles utilisent le terme de tampon, de passeur, de relais, de passerelle entre elles, entre l'enseignant et l'enseignante et l'élève. Et les AVS AESH précisent, répètent, réexpliquent les consignes de l'enseignant auprès de l'élève, mais également prennent les cours en notes parfois, des fois sans l'élève, quand il est absent, et puis retranscrivent à l'écrit les réponses de l'élève pour les exercices, les évaluations et les examens. Il s'agit d'être toujours derrière ou à côté de l'élève pour intervenir dès qu'il en a besoin. À côté donc de tout ce travail, il y a le travail relationnel de communication en équipe qui apparaît fondamental dans les discours, d'autant qu'il conditionne en partie le travail d'accompagnement des élèves des AVS AESH. Juste sur ce point, je dis 2 mots sur le travail avec l'enseignant et l'enseignante, car il dit beaucoup, selon moi, de la place de l'élève dans la classe. 4 manières de définir le travail ensemble. Donc là, je pars encore de ce que disent les AVS, AESH de leur travail. 4 manières d'être en collaboration ou pas avec l'enseignant. Le premier, c'est d'ordre une application hiérarchique des consignes des enseignants par des AVS AESH. Le travail s'organise comme ceci. Les enseignants disent aux AVS AESH comment elles doivent agir. Les AVS AESH essaient d'obtempérer. L'aide personnalisée aux élèves à l'intérieur d'une classe est donc dirigée par un enseignant, mais tenue par les AVS. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est la deuxième manière d'appréhender le travail ensemble, c'est celle d'une mise en œuvre coordonnée, une vraie coopération entre enseignants et AVS. Les AVS AESH qui l'ont pratiqué évoquent un statut de binôme dans la classe et qui peuvent être comparés à un fonctionnement de couple. Elles disent, bon voilà, on est ensemble et on échange tout le temps pour essayer de trouver la meilleure voie possible. Troisième posture, ça montre une quasi-autonomie
des AVS AESH qui sont laissés par les enseignants-enseignantes qui délaissent l'activité d'accompagnement de l'élève handicapé dans sa classe. Dans cette situation, les AVS AESH exercent dans une quasi-indifférence de la part de l'enseignant. Cette situation est très fréquente pour les AVS AESH exerçant en collège ou en lycée notamment. Elles évoquent de rares contacts avec les professeurs et l'absence d'un travail pensé comme commun. Enfin, quatrième type d'arbitrage, ça couvre les situations d'opposition et ou de conflit qui conduisent à une application hiérarchique temporaire ou une quasi-autonomie. Cette situation de travail conflictuel a été évoquée par un certain nombre d'AVS AESH. D'après elle, les conflits surviennent à cause d'une crainte de l'enseignant, soit de voir une partie de son travail réapproprié par l'AVS AESH. C'était très vrai dans les années 2000-2010, début des années 2010, quand les AVS sont arrivés, il y avait une vraie crainte. Il y avait aussi un sentiment de surveillance et de jugement avec la présence d'un autre adulte dans la classe. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, parce que jusque dans les années 2010, les enseignants étaient maîtres à bord de leur classe, et là, tout à coup, il y a un autre adulte qui arrive, et donc il y avait un sentiment de jugement qui faisait que l'AVS n'était pas hyper bien intégrée. Et puis, troisième argument, c'est aussi à cause du rejet du handicap et de l'élève concerné, selon un refus de s'y adapter. Certaines AVS disent on est dans une pièce à côté. Et donc, voilà. Je termine cette deuxième partie avec une citation d'entretien d'une AVS qui me dit « c'est un travail qui est utile parce que même si je me dis qu'il ne faut pas se cacher, quoi, c'est du bricolage. C'est OK, on est dans une logique d'intégration forcée de l'enfant handicapé dans le milieu standard, dans le milieu scolaire, mais sur le terrain, c'est du bricolage total, qui fait qu'on a de la bonne volonté, on veut aider. Alors, surtout les personnels comme AVS, on veut aider, mais on n'est pas vraiment aidé. » Voilà. Donc, je m'arrête là sur cette... Troisième partie, 3 minutes. Voilà. Et donc, la troisième partie, je vous disais en introduction, cette enquête sur 20 ans d'accompagnement scolaire, elle m'a amené au constat d'une place des enfants en situation de handicap tout aussi précaire que leur accompagnante, d'une inclusion relativisée au vu des dysfonctionnements institutionnels nombreux. En effet, les AVSH, les AVS, je fais des... Les AVS ont des conditions de travail et d'emploi qui sont ancrées dans la précarité. Sur le diapo, vous pouvez voir l'évolution contractuelle des AVS depuis les années 2002. Et donc, vous voyez, en fait, chaque ligne, c'est un type de contrat. Donc, il y a eu déjà plein de contrats qui se sont relayés. Et puis, que des contrats courts pendant toute une période. Bon, dire qu'aujourd'hui, on est sur la fin, on est plutôt sur soit des CDD, soit des CDI, mais il faut 3 ans de CDD, donc un temps de 3 ans avant d'être CDIsé, mais toujours à temps partiel et sans formation réelle. Alors, 60 heures à l'entrée de l'emploi, peut-être. Certaines salariés ont été ballottés d'un contrat à un autre avec des périodes de chômage entre chacune des modalités. Et l'apparente grande stabilité aujourd'hui, grâce à la CDIsation d'une partie des salariés, ne doit pas cacher qu'elles sont donc toujours des salariés pauvres, avec des revenus mensuels en dessous du seuil de pauvreté, car à temps partiel subi. La précarité du travail de l'emploi des AVS, AESH a selon moi 2 incidences sur la scolarisation. Des enfants en termes de continuité du service et de qualité de ce service pour les élèves handicapés accompagnés ou qui devraient l'être. Pour le montrer, j'aurais pu vous parler de la formation des AVS AESH qui montre le poids des conditions de travail des AVS AESH sur le contenu de l'accompagnement. Et puis, j'aime bien aussi parler de prendre des exemples sur le recrutement des AVS AESH qui pose la question de la continuité du service d'accompagnement scolaire. Mais je pense que je n'aurai pas beaucoup le temps d'y revenir aujourd'hui. Mais ces exemples permettent d'expliciter le lien direct entre l'inclusion ici scolaire des enfants en situation de handicap et la situation professionnelle de leur accompagnante. Donc, j'y reviendrai dans la discussion si vous le voulez. Oui.
Peut-être dire qu'actuellement, et ce de manière chronique, depuis une réforme de 2019, les moyens en personnel à l'ESH sont trop limités, ce qui les contraint à prioriser les accompagnements, à réduire le nombre d'heures d'accompagnement, à transformer les notifications individuelles en notifications mutualisées. Pendant mes engages, j'ai aussi observé à plusieurs reprises le choix de faire rompre un accompagnement avec un élève au profit d'un autre parce qu'il y avait eu une médiatisation autour d'un enfant non accompagné. Donc, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et enfin, certains enfants sont scolarisés à temps très partiel, des fois une demi-journée par semaine, ce qui permet à l'Éducation nationale de dire on fait notre travail, faisant reposer sur les parents une garde quotidienne, faute de conditions suffisantes pour accueillir l'enfant à temps complet à l'école. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des interventions? Donc, je me tais parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Donc, si vous voulez bien, vous vous présentez. Alors, question courte, puisqu'il y en a beaucoup. Question courte, vraiment, ou remarque courte, et puis réponse courte, si on peut, pour essayer de donner la parole à tout le monde. Un peu la place de la participation de la MSH. J'ai pas fait ça. J'ai demandé à plusieurs acteurs de me les raconter et pendant toute une période, elles n'étaient même pas invitées. C'est-à-dire que jusqu'en 2015, globalement, c'était très rare les AVS qui me disaient qu'elles étaient invitées aux ESS, alors même qu'elles étaient assez centrales de fait dans la campagne. Monsieur? Si on en était là, on aurait une quantité de règles pour votre exposé, très simplement poser sur les textes. Vous avez tel qu'elle les voit. Oui. Vous avez parlé de diagnostic et d'évaluation. Ça m'a interrogé, ça m'a tout interpellé, parce que quand on met ça en lien avec ce qu'on a discuté, je ne vois pas comment elles peuvent prendre ce rôle. Je voulais avoir un peu plus de précision là-dessus. Qu'est-ce qu'elles nous ont dit un peu des diagnostics? C'est du diagnostic profane au sens elles disent presque intuitif en fait. Et aussi avec, alors ce que j'ai observé, ce qu'elles m'ont raconté et ce que j'ai observé, c'est qu'elles font de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles sont tellement dépourvues d'informations que, elles essayent de trouver du collectif sur les réseaux sociaux notamment, et donc il y a plein d'échanges à ce niveau-là d'entre soi, et puis elles vont chercher des informations sur les types de handicap. En fait, on leur dit pas dans plein de situations, on leur dit pas quel type de handicap le diagnostic a été fait sur l'enfant, quel type de handicap ils ont, par secret médical. C'est en tout cas ça qu'on invoque. Et donc, en fait, elles doivent déduire les choses. C'est de la même manière, quand il y a des formations, il y a 60 heures de formation maintenant à l'entrée à l'emploi qui se fait, mais jusque dans les années 2010, il n'y en avait quasiment aucune qui était formée. Ou de manière très, très parcellaire. Et les formations qu'on leur donne, c'est par type de handicap. Donc, elles ont à la fois des formations par type de handicap, mais on leur dit, on ne vous dit pas le type de handicap, on fait une approche par difficulté. Et donc là, il y a quelque chose, en tout cas, qui ne colle pas tout à fait. Merci. Madame? Si, oui. Je suis sur le site de justement, dans votre exposé, un peu historique sur et en fait, donc, il y a des fonds avec les SWIFT, de recrutement de l'AESH et puis des EMAS. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré dans vos recherches? Alors, je l'ai rencontré, mais c'est vraiment quelque chose. Là, je vais voir les effets. En ce moment, là, je suis en train de, justement. Les retours que j'ai, c'est que ça a encore dégradé le travail des AVS. C'est-à-dire que ça les a envoyés de manière beaucoup moins concertée auprès des élèves, qu'elles sont bougées tout le temps, que en tout cas les postes sont pas cohérents. Mais alors parce qu'en fait, quand moi je faisais mon terrain jusqu'en 2015, j'ai fait des observations dans les inspections académiques, ce qu'on appelle les TFDEN aujourd'hui, et donc depuis les bureaux de coordination AVS.
c'était des gens qui coordonnaient les AVS, qui étaient quand même des gens qui étaient compétents, des enseignants spécialisés, en tout cas qui pensaient les conditions. Aujourd'hui, ceux qui coordonnent, c'est les IEN, qui n'ont pas de spécialisation sur le handicap, et puis c'est des AVS donc, qui ont le même contrat, voilà, et qui font ce qu'elles peuvent avec ça. Et donc, du coup, on est, en tout cas, les retours que j'ai sur les PIAL, c'est que ça a complètement fragmenté le peu de cohérence qu'il y avait jusque-là. Merci. Voilà, deux autres questions, deux dernières questions courtes et réponses courtes. En psychologie de développement, je voudrais savoir si vous aviez tout le travail en fait, il valorise et structure aussi le travail de ces personnes. Je voudrais savoir si vous avez pu faire un retour de votre recherche aux personnes que vous aviez rencontrées. Alors, oui, ça vous avez demandé. Eh ben non, parce qu'en fait, quand moi, j'ai fait le travail de la sociologie est long. Et donc, j'ai mis 6 ans avant de finir ma thèse. Et quand j'ai fini ma thèse, ben, l'essentiel des AVS, elles n'étaient plus en poste parce que ça n'existait pas le CDI. Et donc, celles que je rencontrais, comme c'était des contrats renouvelables dans la limite de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, eh ben, ou 6 pour les assistants d'éducation, mais toujours est-il que quand j'ai eu fini, j'ai fait des observations aussi avec des groupes d'AVS mobilisés, des collectifs d'AVS, d'associations d'AVS. Quand j'ai fini, quasiment tous ces collectifs étaient disloqués parce que c'était plus les mêmes professionnels. C'était d'autres collectifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de collectifs, mais d'autres collectifs qui avaient été montés, mais pas avec les mêmes personnes. Et donc, voilà, j'ai été amenée à faire des restitutions auprès d'AVS, notamment dans les syndicats m'ont pas mal demandé d'intervenir, mais pas celles que j'ai interrogées. Puisque... Merci. Hervé. Oui, là je prends Hervé Rigal, ancien professeur de droit public à la faculté de droit, professeur émérite. Je prends mon bâton de pèlerin, ma carte blanche de pèlerin de militant, et pas de professeur. Je pense qu'il y a un abus, alors je le dis, c'est très incorrect politiquement, il y a un abus des AVS aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en donne à des élèves beaucoup trop grands. Je me souviens d'un père qui voulait un AVS pour sa fille en seconde, pour une fille aveugle en seconde, et d'un autre qui est en BTS en Mayenne qui a 34 heures d'AVS. Moi, je dis, il y a bien un moment où il va falloir qu'ils apprennent à aller pisser tout seuls. Excusez-moi, mais c'est important. Et du coup, ça entrave beaucoup la solidarité des autres élèves et ça entrave leur autonomie. C'est-à-dire que je ne dis pas ça pour les petits, je ne dis pas ça pour tous les handicaps. Je dis qu'il y a un moment où il faut lâcher les baskets aux enfants handicapés. Je fais un tout petit peu de père aidance dans le cadre d'Active DV, c'est-à-dire de préparation à l'emploi des déficients visuels, et je constate qu'ils ont du mal à aller dans le grand bain. Quand en BTS, on a encore un AVS, un AESH, que vous voulez, c'est ennuyeux. Alors, je voulais savoir si vous aviez repéré, vous, des âges limites, parce que j'étais une fois en 5e, les gamins s'occupaient très bien d'un gamin sourd qui était dans leur classe, j'ai osé bouger, on dit « Non, non, vous n'avez pas le droit de bouger, parce qu'il lit sur les lèvres. » D'accord, bon, comme quoi, il n'y avait pas besoin d'AESH. Je me dis, merci pour la question. Une réponse courte. Oui. J'ai aucun doute sur le fait des solidarités possibles. Juste deux courts éléments de réponse. Les AVS, oui, on en a parlé après. Mais les AVS, elles sont arrivées au moment où on a dit, on a élargi l'accès à l'école des enfants handicapés. Et de fait, il n'y a pas eu d'autres aménagements. Il y a eu à la marge de l'école, d'adaptation de l'école au handicap. Donc, ça a été une des marges d'adaptation, la seule marge, la seule variable d'adaptation de l'école, en fait. Donc, vu que l'institution scolaire, on le voit au quotidien quand on écoute l'expérience des enfants à l'école, l'institution scolaire, elle n'a pas été pensée pour les enfants en situation de handicap, repensée à l'épreuve du handicap. Et donc, les AVS, AESH, elles sont là pour compenser pas forcément le handicap. Le handicap, si on peut penser qu'il est inhérent à l'individu, mais en fait, elles sont là vraiment pour penser les défauts du système, selon moi. Merci beaucoup pour cette présentation et ces échanges.